surtout quand on trouve une masse au niveau, un éméchant blanc au niveau du thorax. Le syndrome cave supérieur aussi, qu'il faut prendre en considération dans le traitement avant d'installer toute chimiothérapie. Les infections, comme on sait qu'il y a étouffement de la moelle, il n'y a plus de cellules ou de globules blancs qui vont être normaux, qui vont être fabriqués. Donc dans les globules blancs, on sait qu'ils sont les cellules qui défendent l'organisme. Donc les enfants seront en situation de d'immunodépression, si vous voulez, avant même qu'on démarre une chimiothérapie. Ce n'est pas de l'immunodépression induite, c'est une immunodépression qui est par l'étouffement de la moelle. Et bien sûr, toute infection, il peut les atteindre. Il faut les traiter en parallèle, sinon bien avant qu'on démarre une chimiothérapie. Évidemment, les hémorragies, comme on l'a dit, il y a les plaquettes et bien sûr les thromboses. Surtout les CIVD, il faut faire attention. Alors, comment on traite les leucémies? Il y a plusieurs armes thérapeutiques et spécialement l'arme la plus efficace, c'est la chimiothérapie ou les cytostatiques. Ça a été bien détaillé par C. Boras. La radiothérapie en matière de leucémie, ça n'a plus de place récemment, même en situation, peut-être si on fait la greffe de moelle, c'est là où on aura besoin de radiothérapie, mais ce n'est pas dans l'arme thérapeutique initiale. La greffe de moelle, que ça soit protocolaire, c'est-à-dire d'emblée, comme si on a déjà des éléments de mauvais pronostic d'emblée, qu'on on la met d'emblée dans le protocole, ou après rechute à une thérapeutique initiale. Et puis, dernièrement, il y a les thérapies ciblées avec l'acide tout-transrétinoïde qu'on utilise dans les LAM promyélocitaires, et ça donne vraiment des façons très longues et thérapeutique. Bon, les mesures accompagnateurs, le masque, le lavage des mains, surtout de la famille, des personnels soignants, l'imitation des visites, la voie veineuse centrale, que ce soit par le porte-à-4, les chambres implantables ou un cathé veineux central tout court, surtout dans les LAL, où on sait qu'il va avoir un traitement pour au moins 2 ans. Donc, comme on sait, les enfants, les tout petits, le capital veineux, il est très réduit, donc on met toujours une chambre implantable pour éviter tous ces problèmes. L'échographie cardiaque, ça fait partie du bilan pré-thérapeutique ou pré-chimiothérapie, parce que comme il y a un problème de toxicité des anthracyclines, on essaie toujours d'avoir un état des lieux du cœur avant de démarrer les anthracyclines, ou sinon d'ajuster les traitements par la suite. Et puis après, quand il y a une hyperleucocytose ou un syndrome tumoral important, il faut toujours une hyperdiurèse, une hyperhydratation alcaline pour éviter la précipitation des éléments cytoplasmiques qui sont déversés dans le sang. Bien sûr, le traitement symptomatique est important. Quand il y a de la douleur, il faut traiter la douleur, qu'on oublie souvent, que ce soit la douleur engendrée par la pathologie elle-même ou la douleur qu'on leur inflige, nous, par les ponctions, les myélogrammes, les voies veineuses et tout ça, ça fait très douloureux. Donc on les fait dans un cadre de l'ambiance un peu moins douloureuse. Et quand il y a une infection, il faut la traiter. Quand il y a une anémie, il faut transfuser. Quand il y a une hémorragie, il faut mettre les plaquettes. Il y a une insuffisance rénale, il faut dialyser. On a eu des enfants qu'on a dialysés avant de pouvoir démarrer une chimiothérapie. Il y a des situations d'urgence. Par exemple, le leucostase, un enfant en détresse respiratoire. On ne peut pas mettre toute la chimiothérapie au début, parce que si on va engendrer une lyse tumorale avec la chimiothérapie qu'on donne, on va qu'aggraver la situation qu'il y ait. Donc on doit gérer, soit donner une petite chimiothérapie, soit un seul produit. Je vous épargne en fait les produits. Je pense que vous n'avez pas besoin de connaître tous les produits de chimiothérapie. Et puis par la suite, surveiller, essayer d'hyperhydrater, et hyperhydrater avec une leucostase pulmonaire.
c'est le risque d'avoir un EAP, par la suite une surcharge cardiaque. Donc on est en fait vraiment dans un milieu de réanimation pour ajuster les constantes biologiques. Quand il y a une coagulation intravasculaire disséminée, il faut traiter, donner en fait les perfusions nécessaires. Quand il y a le syndrome de Lise, bien sûr, c'est des urgences thérapeutiques avant d'entamer une chimiothérapie. Alors la chimiothérapie a connu beaucoup de développement et de rénovation, si vous voulez, depuis les années déjà 40-50, où avant on mettait une monothérapie et on a vu que ça a marché, il y a une rémission, mais on s'arrêtait là, dès que la rémission est là, on s'arrête, on dit que le patient est guéri, mais en fait, on ne l'a pas guéri parce que les cellules sont là qu'on ne voyait pas, on a guéri les signes cliniques. Entre les années 50 et les années 60, on a vu qu'on a besoin de beaucoup plus de chimiothérapie, que les laboratoires ils ont commencé à fabriquer. Il y a l'avènement de la corticothérapie, le 6-mercaptopuril, la vincristine, le méthotrexate. Et puis en polychimiothérapie, ça a donné beaucoup plus de survie et beaucoup plus de résultats. Après, on a eu des rémissions, plus ou moins des rémissions plus prolongées qu'avant, mais on a eu des séquelles. Donc, on n'a pas fait attention à ce qui se passe au niveau cérébral, au niveau ménager. Donc, on s'est dit peut-être qu'on a besoin de plus et de faire une prophylaxie au niveau du système nerveux central. Et on a commencé à mettre la L-asparaginase et la donorubicine et même le méthotrexate intratécal. Et par la suite, on a fait, c'était en monothérapie, et puis ça c'est devenu en trithérapie. Les années 70, on a commencé à bien connaître la leucémie, donc on a commencé à bien connaître la stratification, ça c'est haut risque, ça c'est risque intermédiaire, c'est des moyens risques ou risques standards, donc les chimiothérapies diffèrent d'un genre à l'autre. Et puis on a commencé de plus en plus, on intensifie, c'est vrai, la chimiothérapie, mais on a oublié ce qui était en parallèle. On a pensé aussi, mais il ne fallait pas on tue, si vous voulez, les blasts, mais en contrepartie, on a des neutropénies, on a des plaquettes qui sont dans les chaussettes, et puis il y a le développement de ce qu'on appelle les supportive care, ou le traitement symptomatique en parallèle de tout ça, c'est important. Et puis après, c'est arrivé l'avènement de dire, bon, on a eu des rémissions prolongées, mais est-ce qu'il y a un peu de la maladie qu'on ne voit pas? Et c'est là que ça a développé la biologie moléculaire et qu'on a commencé à diagnostiquer les maladies résiduelles. Maintenant, depuis les années 2000, donc on a diagnostiqué tout ça, il faut avoir un traitement de cette qualité, mais avec moindre séquelles. On commence à penser comment on désescalade ces protocoles de chimiothérapie et ne pas faire beaucoup de toxicité. Bien sûr, garder les mêmes résultats et la même qualité, mais avec moindre séquelles. On est en train d'y voir. Parce qu'on sait que toutes les chimiothérapies, c'est vrai, c'est bon, ça donne de bons résultats. Si vous voulez, ça guérit le cancer ou la leucémie, mais ça laisse des pathologies en contrepartie, les anomalies endocriniennes, qu'on voit beaucoup plus, je pense, chez l'enfant que chez les adultes, comme l'espérance, je pense, de vie chez les adultes, c'est très peu, ils ont déjà fini leur stade de croissance, tout ce qui est au niveau hormonal est déjà fait. Donc chez l'enfant, avant on ne tenait pas compte de ces éléments-là, maintenant non, il faut qu'on ait, depuis qu'on a eu en fait les enfants qui sont grandis, qui étaient leucémiques, on a vu qu'ils étaient restés très petits, de retardation pondérale, qu'ils ont développé des anomalies endocriniennes, que ce soit des séquelles en fait, de radiothérapie ou de chimiothérapie. On a vu quand on fait une radiothérapie, parce qu'on la faisait avant, que les enfants, ils ont des problèmes et de croissance et surtout de neuropsychologiques, neurocomportemental. Donc plus ils grandissent, il y a des retards scolaires, il y a des problèmes d'inattention et après il y a des troubles de comportement. Il y avait même, après, ils ont en fait diagnostiqué des états de suicide chez des enfants quand ils se rencontrent qu'ils sont guéris de leur cancer, mais qu'ils gardent des séquelles. Il y a des enfants qui vous disent « mais j'en avais pas besoin que vous me traitiez de ça, que je garde par exemple une séquelle, une anémie, un crâne qui est tout petit, ou une déformation ou autre ». Il y a aussi avec que ce soit la chimiothérapie
ou la radiothérapie, des cancers, ce qu'on appelle les cancers secondaires, qui se développent secondairement. Donc ils peuvent faire des cancers, mais qui ne sont pas les mêmes primitifs qu'ils ont développés avant, chose qu'on n'a pas vu beaucoup, je pense, c'est Boras pourra me corriger, chez l'adulte, parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour qu'il développe ça. Et bien sûr, la cardiotoxicité des anthracyclines, on en fait très attention, surtout, et on en surveille à vie pour les enfants qui ont reçu, on calcule une durée, on calcule la dose qu'ils ont reçue, et on surveille leur écho-cœur à vie, au début de façon très rapprochée tous les 6 mois et après tous les ans pendant les 3 premières années, et après toutes les 3 années à vie. Donc c'est pas un patient qu'on dit vous avez guéri, allez, salam alaikum, non. C'est des enfants qu'on suit pratiquement toute leur vie. Bien sûr, il est arrivé récemment, chose qu'on en parle peu à vrai dire, l'infertilité. C'est des enfants, on n'en tient pas compte beaucoup, mais le risque d'infertilité en prépuberté ou en puberté, en France, en Europe, il y a des banques qu'on fait de 6 peurs, mais généralement chez les tout petits, on ne peut pas faire ça. On peut conserver les ovaires chez les petites filles, mais bon, c'est pas très développé chez nous, on ne l'a même pas fait. Ce que nous devrions faire chez nous, moi je dirais chez nous, qu'il faut qu'on développe une épidémiologie locale, et pour ça on prévoit très bientôt d'élaborer un registre national des cancers de 2006, mais il faut qu'on les revoie et qu'on discute maintenant qu'il y a des désescalades ailleurs. Il ne faut pas qu'on commence nous depuis le début, mais qu'on commence là où ça a été arrêté pour les autres. Il faut qu'on développe des laboratoires partout. Quand je dis partout, ce n'est pas vraiment les laboratoires de haute gamme, de cytogénétique et autres, c'est vrai, pour développer le diagnostic de la maladie résiduelle et surtout de lâcher là pour les prochains développements de greffe de moelle, mais surtout les laboratoires de routine pour qu'on puisse déjà diagnostiquer précocement. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est qu'on pourra diagnostiquer précocement une leucémie ou un cancer de tout genre. Qu'on développe aussi de façon assez intéressante la transplantation des cellules hématopoïétiques, cellules souches hématopoïétiques. On vient de commencer d'ailleurs à Marrakech la greffe allogénique, et c'est-à-dire entre un parenté familiale. Et on continuera, Inch'Allah, et ça va être peut-être un centre de référence à Marrakech, centre de maintenance des transplantations de moelle osseuse, alternative, surtout en cas de rechute, qu'on ne pourra pas, l'incapacité au fait de faire la greffe. Et un deuxième projet que je vais entamer bientôt, c'est de pouvoir travailler en réseau. Travailler en réseau veut dire quoi? C'est que en collaboration avec les pédiatres et spécialement les médecins généralistes qui font le maximum en fait de boulot au niveau de la périphérie, et c'est là vraiment si on veut faire donner le signe d'alarme d'un cancer. Et surtout, moi je voudrais insister sur un autre cas qu'on va sûrement pour les médecins généralistes d'entre vous, ou les pédiatres que peuvent voir, ou même les ORL, je dirais, parce qu'on a eu beaucoup de cas qui viennent des spécialistes. Et je donne, pour terminer, je termine avec ce cas clinique. C'était un enfant de 5 ans qui nous a été adressé pour cyanose au niveau de la face, des extrémités supérieures, avec un stridor et un wheezing. On examine, on trouve un tirage intercostal, donc il était en grande détresse respiratoire, en ausculte, sidéral crépitant, désibilant du côté droit. Alors, à votre avis, on pense d'emblée à un asthme. Très bien. On traite, on met de l'oxygénothérapie. Non. À quoi vous pensez? On met de la corticothérapie, on met les bêta-2-mimétiques en urgence. Bon, il n'y a pas vraiment d'erreur là. Mais quand même, on hospitalise 24 heures après, toujours même symptomatologie, ça n'a pas
passez, on fait une radio du thorax, regardez. Un émission, pardon, j'ai dit droit, c'est du côté gauche. Donc tout un émission gauche qui est blanc, fait même le profil, ça nous est du tissulaire avec un peu de liquide au niveau du de la plèvre inférieure. On réexamine le malade, parce que comme c'était une urgence, on avait du mal en fait à examiner ce petit, et on trouve une splénomégalie à 4 cm et une hépatomégalie à 14 cm de flèche hépatique. On revoit la numération. On voit qu'il avait une numération, parce qu'on n'avait pas demandé la numération d'emblée au cabinet, mais c'est juste à l'hospitalisation qu'on l'avait faite, une anémie à 7,4, des globules blancs à 3400, des plaquettes à 27 000. Donc une pancytopénie qui a vraiment justifié qu'on fasse de l'étude de la moelle et qu'on avait trouvé 90% des blastes. Et c'était LAL type T. C'est pour ça qu'il avait une masse médiastinale au niveau. Donc, je finis par dire ne pas oublier et hésiter de refaire le bilan quand il le faut. Si vous voyez que si vous n'avez pas eu une bonne amélioration comme vous le souhaitez, et de réexaminer un malade. Et je vous remercie.